Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on reçoit les personnalités les plus importantes de la Côte d'Ivoire, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, Diomandé Mamadou, ex-député de Séguéla, président du CIRAD, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui arrive tous les lundis avec assez d'énergie pour toute la semaine, Willy Yeah! Yeah! Wouh! Hé, la grue, viens par ici, viens par ici. Il y a quelque chose qui m'appartient là, qui est chez toi. Attention, pas que les gens me voient un peu. Voilà. C'est bon, tu peux repartir. Vas-y, va-t'en. J'ai l'impression d'être un rocker ce soir, je sais pas, j'ai l'allure d'un rocker. I'm a rockstar! Yeah! Yeah! Envoie-moi un beat de rockstar là-bas, s'il te plaît. Yeah, man! Du bruit, oui! Yeah! Yeah! I'm a rockstar! Woo! I'm a rockstar! Yeah, man, merci pour la lumière, petit. Yeah, man. Ok. Hommage de son parcours politique, mon ami du jour a un cœur de voir les Ivoiriens rassemblés dans leur diversité ethnique, diversité culturelle, diversité religieuse. Oh, dans la paix et la parfaite harmonie, afin d'aller sereinement vers le développement. Quelqu'un me dit développement. Yeah! Encore plus fort. J'ai rien entendu. Yeah, merci les répondeurs. Avec générosité et altruisme, il se met également au service des plus faibles et met en œuvre toutes ses capacités pour les soutenir et surtout leur venir en aide. L'honorable Diomandé Mamadou est un homme au grand cœur qui mène depuis des années des actions en faveur des défavorisés. Quelqu'un me dit grand cœur. Yeah! Encore plus fort. Merci. Il me rejoindra tout à l'heure pour me parler des motivations, de ses espoirs pour l'avenir. Au passage, nous suivrons Poutou sans filtre pour son traditionnel 12h chrono. Notre reporter Potelé a décidé aujourd'hui de nous parler de vaisselle africaine. En attendant de retrouver Fabrice Sidney avec une calebasse ou une spatule de cuisine en bois entre les mains, bien sûr, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Nyogboyo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dambo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Les esprits! Yeah! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver avec une grande joie, mes wami et wamiennes. Vous m'avez tellement manqué durant tout ce week-end. Voici votre vidéo du jour. Vous savez, quand un nani décide de prendre un taxi, voici ce que ça donne, regardez. Bonjour mon gars, je vais à Le Pougon, 100 francs, il y a 10 000. Ah, Annie! Donc vous n'allez jamais changer quoi? Yopougon, 100 francs, tu as 10 000. Même les sorciers ne se comportent pas comme ça. Non, on va vous laisser comme ça pour aller voir nos pépites. Je crois que c'est mieux. Pépite 1. Employer les grands moyens. Oui. Ah, je transpire. Ciao. Bon, envoie-moi, s'il te plaît, du papier, là, s'il te plaît. Je vais m'éponger un peu. Merci à vous. Hey. Petite chanson rock que j'ai chantée, là. Vraiment, hein, les Johnny Hallyday, là, ils souffraient. En tout cas, reste in peace. Je te respecte. Johnny Hallyday, même, on n'en parle pas à front. Hey. Bon, moi, porter chapeau, mais mon vieux Johnny Hallyday, là, ça coule seulement. Voilà, on dit c'est inspiration. Voilà. Allez, vous savez, en matière d'amour, certains pensent que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut. Bon, voici un exemple. Laura,
je viens par le coffret t'informer que celui-ci sera ma dernière tentative de drague à l'amiable. La prochaine étape sera le bass, cordialement. Ouais. Laura, au moins tu as été prévenu, hein? Voilà. Le mec ne s'est pas caché voilà, pour aller chez Marabout. Lui-même, il a dit directement. Donc, à bon entendeur. Pépite 2, le téléphone waterproof. Les fabricants de portables disent souvent que certains de leurs appareils sont waterproof, ce qui signifie qu'ils fonctionnent dans l'eau. Mais est-ce que c'est une raison pour plonger son téléphone dans l'eau? Le portable, est-ce que c'est devenu un poisson? Attends, je sais. Bon, la chance de mon téléphone, c'est qu'il n'arrive pas à rentrer dans... C'est ça. Allez, vous-même, regardez. Regardez un peu sur la fiche. Regardez. Bonjour, mon vieux. 12 Pro Max, là. Il vient d'acheter, là. Il a mis dans l'eau hier, c'est gâté, hein. Et le vieux père qui répond, quand tu es venu payer le téléphone ici, là, tu as trouvé ça dans l'aquarium ou bien Nabobier, là. Ouais, le vieux père, il a eu BTS de malparlage. Allez, la famille, on file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. L'Italie, championne d'Europe. Le rideau est tombé hier sur l'édition 2020 du championnat d'Europe des Nations hier en Angleterre dans le mythique stade de Wembley. Et à l'issue donc d'une finale qui a tenu toutes ses promesses, l'Italie s'est imposée face à l'Angleterre, pays hôte. Les choses avaient pourtant mal commencé pour les poulains de Mancini qui ont encaissé un but à la 2e minute dans cette finale. Mais bon, avec la combativité, je préfère, voilà, attention, combativité. Voilà, j'arrive, sinon après mon nom est gâté sur Facebook. Donc je parlais de combativité qu'on connaît donc, et grâce surtout au coaching gagnant, la nationale a pu revenir au score à la 67e minute. Les prolongations n'ont rien donné. Et les deux équipes se sont retrouvées au tir au but. Ça, franchement, j'avoue que même mon cœur battait hier comme ça. C'était chaud, hein? Alors, un exercice au cours duquel l'Italie s'est montrée moins maladroite que l'Angleterre. L'Italie est donc de retour au sommet 3 ans après avoir manqué la phase finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Félicitations encore à la FIFA qui a réussi à organiser un beau tournoi dans un contexte assez difficile avec la Covid-19. Bon, FIFA, nous-mêmes, on applaudit pour vous là. Je ne sais pas si vous allez recevoir nos applaudissements, mais en tout cas, on applaudit quand même. Voilà. Mais surtout, rappelons que les plus beaux matchs de l'Euro, y compris la finale, ont été diffusés sur les antennes de Live TV, diffuseur exclusif en clair de la Coupe d'Europe en Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Les artistes ivoiriens ont enfin leur mutuelle. Les artistes ivoiriens peuvent pousser un ouf de soulagement. Le projet de mutuelle qui avait été pensé depuis de longues années va enfin voir le jour. Une mutuelle qui va leur permettre de renforcer leur solidarité et d'être un peu plus épanouis. Cette structure a vu le jour, bien sûr, grâce à l'UNARTI, Union nationale des artistes de Côte d'Ivoire, présidée par le chanteur Ken Adamo. Selon son président, cette mutuelle a pour objectif de fédérer les forces des artistes, faire de la confraternité et de l'entraide une réalité dans leur milieu et surtout mettre en place un fonds de solidarité à la banque pour garantir les micro-projets et crédits aux artistes et aux opérateurs culturels. Encore bravo au président Ken Adamo et à toute son équipe pour cette belle réussite et surtout bon vent à la mutuelle des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà la famille, c'est ici que prend fin l'Infobuzz pour ce jour-là. On poursuit tout de suite avec notre bouillon de culture, c'est le 12h chrono. Canari, calebasse, spatule en bois, pongbo, appelé communément bois de placali. La vaisselle africaine est riche de plusieurs instruments qui ne demandent qu'à être découverts. Voilà. Et donc on suit ensemble Apouchou sans filtre qui nous en parle si bien dans son 12h chrono. C'est maintenant. Le foutou est un plat très prisé en Côte d'Ivoire, mais pour le cuisiner, il faut des ustensiles spéciaux, c'est-à-dire un mortier et un pilon. Dans cet atelier situé à Abobo, des maîtres artisans confectionnent cette vaisselle typique de chez nous. Je vais commencer un peu, tailler, un peu, diminuer, comme ça. Une fois la première étape terminée, les pilons sont envoyés à la machine pour un embellissement. Le résultat final est impeccable. De beaux pilons prêts à faire du bon foutou. Nos amis artisans sont aussi spécialisés dans la fabrication de spatules, appelées chez nous bois de placali. On fait pas un bois comme ça, on taille à hache et puis on diminue ici là, comme ça devient comme ça là.
Ça là. On taille avec ça un peu maintenant. Si on comme ça, maintenant, ça devient du comme ça. Et puis on prend ça là. On prend ça là pour raboter, ça devient lisse maintenant. Leur travail demande beaucoup de concentration. Si tu es rapide, on peut prendre au moins 5 minutes, ou moins 10 minutes comme ça pour pouvoir faire tout ça. À côté du pilon, du mortier, du bois de placali, le canari fait aussi partie des ustensiles les plus prisés dans nos cuisines africaines. Les canaris viennent de Dabakala et de Ségéla. Avant, on les utilisait que pour préparer le riz et les ignames. Mais aujourd'hui, à cause des marmites en aluminium et en fer, on les utilise que pour préparer les médicaments traditionnels. Autrefois au village, les gros canaris servaient de réserve et l'eau conservée à l'intérieur était d'une fraîcheur indescriptible. Mais aussi la calebasse. La calebasse est le fruit d'une plante scientifiquement appelée la Lagenaria ciceraria. Une fois le fruit sec, il est fendu en deux pour obtenir ce récipient. On lave le riz dedans, oui. Et puis on prend pour puiser l'eau, on boit l'eau dedans. Il y a des gens qui paient aussi pour faire leurs médicaments dedans. Ça là, c'était comme cuillère. C'est ça, on prend pour boire baka avec ça. Un peu plus loin, Mariam propose d'autres outils. On appelle ça talier. Les gens aiment utiliser ça parce que c'est les cultures qui demandent. Ça, c'est caillou, on écrase les aubergines, piments, oignons et les médicaments dessus. Ça, on appelle ça namuruna. On utilise ça comme cela, on prend pour mélanger les sauces gombo et aubergines. La liste des ustensiles utilisés par nos mamans africaines est bien longue, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Une chose est sûre, les plats réalisés avec ces outils sont forcément délicieux. Il a dit, et je cite, les plats réalisés avec ces outils-là sont forcément délicieux et nous, on a hâte, tout juste après ce programme-là, d'aller en savourer. Mais pour l'heure, on marque une courte pause et on se retrouve tout juste derrière après. Mon ami du jour est un honorable député qui a décidé de faire un peu plus pour nos communautés. Il est le président du CIRAD, le Cercle ivoirien de réflexion et d'action pour le développement, et il ne cesse de mener des actions en faveur de la communauté. On accueille ensemble M. Diomandé Mamadou, honorable. Hey. Bonjour, honorable. Bonjour, comment ça va? Encore plus de bruit, s'il vous plaît, les esprits, voilà. Merci. Merci, honorable. Voilà. Merci infiniment. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de pousser beaucoup de cris, d'ovations pour l'honorable qui est avec nous aujourd'hui. Honorable, demandez, Mamadou. Quelqu'un me disait sur le direct tout à l'heure, mais Willy, vous êtes seul, mais vous faites beaucoup de bruit, vous applaudissez trop. Oui, ouais, je pense que pour quelqu'un qui soutient des artistes et pour aussi quelqu'un qui est un artiste, le premier salaire, bien sûr, ce sont nos ovations. Et on va applaudir bien. Alors, à quoi bas chez vous, honorable? À quoi bas? Ouais, merci en tout cas d'être là. Entre deux avions, entre plusieurs occupations, vous avez tenu à être ici. Merci du fond du cœur. Okay, c'est moi qui vous remercie. Beaucoup de personnes veulent savoir, mais qui est ce monsieur-là, Diomandé Mamadou, qu'on voit peu sur les médias, mais qui fait beaucoup dans l'ombre? Ben, moi, je suis avant tout un agent de développement. Okay. Avant toute chose, j'ai fait toute ma carrière au net. Ben, je suis très touché par la question sociale. Ouais. Et donc, je m'investis beaucoup au niveau des ONG, au niveau de l'accompagnement social. D'accord, ça marche. On est tenté de savoir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui suivent cette émission, c'est presque toutes les tranches d'âge, mais beaucoup de jeunes, à la enquête d'un repère, ils veulent savoir le genre de jeune que vous étiez avant. Bon, d'abord, il faut comprendre que moi, mon chemin de vie m'impose déjà d'être au plus près des populations, parce que je viens d'une famille nombreuse. Mon papa avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et nous avons vécu pratiquement dans l'insouciance, mais dans un environnement très affectif. Et ensuite, les emplois que j'ai occupés, notamment au niveau du BNET, m'ont amené à travailler sur des projets sociaux. Donc, d'être continuellement en compagnie des personnes défavorisées, des personnes qui ont besoin d'aide. Et forcément, cela impacte un peu votre sensibilité, votre façon de voir les choses. Et donc voilà, c'est ce qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord. Quelqu'un qui a la main sur le cœur décide après d'entrer en politique. Quelles sont les réelles motivations? Bon, en fait, je peux dire que
Pour moi, la politique est juste un outil, juste un prétexte pour réaliser ce que j'ai envie de faire. Parce que quelquefois, votre positionnement vous permet d'avoir accès à certaines choses et à faire mieux que ce que vous pouvez faire si vous êtes retranché dans votre lieu singulier. Voilà, donc pour moi, la politique n'est qu'un prétexte. Moi, je ne fais pas forcément de la politique pour faire de la politique, mais je fais surtout de la politique de développement. D'accord, politique de développement, on va en savoir un peu plus encore sur l'honorable Diomandé Mamadou qui nous fait l'immense honneur d'être ici sur ce plateau ce midi-là. Avec ce petit élément, on se retrouve dans quelques instants. Mamadou Diomandé, homme politique philanthrope, n'a pas attendu d'occuper une fonction officielle avant de se mettre au service de ses concitoyens. Pour moi, la politique n'est qu'un prétexte pour aider les populations. Pour moi, la politique n'est pas une fin en soi. Fidèle à son principe selon lequel l'on vient en politique pour servir, et non se servir, il multiplie les actions de développement depuis une dizaine d'années dans les villages et hameaux de la région du Voronougou. Construction d'écoles, fonds d'aide pour le financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, soutien aux activités sportives et culturelles. En même temps, profiter pour dire aux jeunes, tant qu'ils voudront magnifier la culture et l'art de façon générale, nous serons là pour les accompagner. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Alors, j'ai ouï dire que vous avez renoncé à votre poste de député. Et pourquoi? Bon, je dois dire que moi déjà, avant de venir à la politique, je faisais beaucoup de social, comme je vous ai dit. Mais je me suis rendu compte que c'était des actions ponctuelles sur lesquelles il n'y avait pas de suivi, sur lesquelles donc, il n'y avait pas de programmation également. Et donc ça fait que quand je suis arrivé je dirais, à avoir un poste d'élu, je me suis dit que si ces salaires-là pouvaient être domiciliés dans un compte et servir au social, donc il pourrait déjà, en raison du montant qui est connu mensuellement, en raison de la périodicité, il pourrait constituer un budget sur lequel on pourrait faire des programmations pour des actions sociales. Donc derrière cela, il y a une logique pédagogique qui permettrait, par exemple, avec des associations féminines, avec des associations de jeunesse, des coopératives, d'initier des choses et de savoir qu'à des dates précises, des appuis financiers pourraient arriver de façon régulière. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, vous avez renoncé? Oui, tout à fait. On va dire un an de non, salaire sur tout mon mandat. Sur tout mon mandat, on a créé un compte spécial. Sur le compte, mon salaire était viré et sur lequel on a régulièrement fait des dépenses pour le social. Waouh, quand même. Et est-ce qu'après, quand on a fait le bilan de ce mandat-là, est-ce qu'on l'a trouvé satisfaisant? Oui, tout à fait. Pour moi, d'abord, je dois dire que les engagements financiers que nous avons faits vont au-delà du salaire lui-même. Je crois que dans le bilan que nous faisons, nous sommes allés à plusieurs fois le salaire. D'accord. Voilà. Bon, je peux dire que c'est un bilan mitigé parce que il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur le terrain avec les populations parce que les gens ne sont pas habitués forcément à gérer des budgets, ne sont pas habitués à une certaine rigueur de gestion. Et donc ça s'apprend, mais je pense que déjà le simple fait d'avoir initié ces choses nous permet déjà d'espérer qu'au fil du temps, ce sont des habitudes qui vont rester. Je vous prends un exemple. Nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui avaient des activités réelles, des activités rentables, mais qui n'arrivaient pas à avoir l'accompagnement financier pour, je dirais, booster leurs activités. Exact, ouais. Et nous nous sommes posé la question pourquoi cela peut arriver alors qu'il y a des microfinances, alors qu'il y a des banques. Et dans les échanges que nous avons pu avoir avec ces microfinances, nous nous sommes aperçus tout de suite qu'il y avait un déficit de confiance parce que ces microfinances et ces banques ne connaissent pas les gens et ne sont pas sûrs de pouvoir entrer dans leurs fonds. Peut-être aussi un manque d'accès à l'éducation
C'est possible, mais je pense que ce manque de confiance, nous sommes rendus compte que nous pouvions combler quelque part. Parce que nous, étant sur le terrain, étant très proches des gens, nous savons où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font. Donc nous avons une certaine confiance que les banques ne peuvent pas avoir. Et donc dans nos discussions, nous sommes rendus compte que nous pouvions nous porter caution des appuis qui pouvaient être apportés à ces populations. Et ça a pu débloquer certaines situations où nous nous sommes portés caution, où les prêts ont pu être obtenus et les gens ont pu faire leurs activités. D'accord, on pourrait estimer à combien comme ça, je veux dire, le fonds d'aide aux populations, notamment dans la région du Ourodougou? Bon, je dois dire qu'il y a deux aspects qu'il faut voir. D'accord. Il y a ce qui peut être des aides directes, mais il y a aussi ce qui peut être, par exemple, des fonds de garantie. Le principe des fonds de garantie, c'est que comme il y a un déficit de confiance entre les microfinances et les bénéficiaires, nous déposons un fonds au niveau des microfinances pour dire quand il y a un incident de paiement, ce fonds-là peut servir de garantie. Donc, à l'origine, ce fonds n'est pas destiné à être dépensé, il est destiné à rassurer le financier. Bon, donc, par exemple, si vous négociez bien avec la microfinance, que vous pouvez avoir 4 fois votre mise, par exemple, si vous déposez dans une microfinance 5 millions, la microfinance est tenue de faire des prêts à hauteur de 20 millions pour ces petits opérateurs. Remboursable sur une période. Voilà, remboursable sur une période. Mais bien entendu, il est compris que vos fonds qui sont là, logiquement, si tout se passe bien, deviennent des fonds revolving, puisque quand les gens remboursent, il y a d'autres personnes qui peuvent bénéficier de ces fonds. Donc, en réalité, vous impactez un processus qui, s'il est bien suivi, devient une bonne dynamique pour ressourcer ces populations-là. Très bien, ça marche. On va allier l'acte à la parole, on en a parlé tout à l'heure, donc durant tout un mandat, on décide de mettre son salaire donc, au service de la population et du développement. On regarde juste l'extrait pour allier l'acte à la parole, je le disais tantôt. D'accord. Jomane ta députation ngoli akula na famille nous gasolo ou à l'Italie ne ko mi nga ici salaire ministre na ma députation ngolo o ti ablana kontelo ngu kontele laka salaire blato lelo o salaire meri o ti akekungu gbele. Ami du Midi, c'est avec beaucoup de joie que je reçois aujourd'hui mon ami du Midi qui n'est autre que l'honorable Diomandé Mamadou, ancien député de Séguéla et aussi directeur donc, du CIRAD. Alors, le CIRAD, on va y arriver tout à l'heure, mais je reviens sur cette maxime-là, votre credo, ensemble dans l'unité. Comment ça se manifeste au jour le jour? Vous savez qu'un projet d'abord, il vit par rapport à un environnement. Le projet il peut être viable structurellement, il peut être viable techniquement, mais s'il n'est pas en adéquation avec son environnement, il meurt. D'accord. Et vous savez que chez nous, malheureusement, quelquefois, les environnements sont conflictuels. Cela peut être lié à des ambitions légitimes, des compétitivités quelquefois qui sont mal gérées. Bon, et donc, nous disons que déjà, avant de penser réaliser des projets, il faut construire la cohésion, il faut construire l'unité. C'est pourquoi dans le CIRAD que nous avons initié, l'une des grandes bases du CIRAD, c'est la diversité et puis la fraternité. Aujourd'hui, au sein du CIRAD, c'est que ce dont nous faisons la promotion, c'est le développement dans la diversité. D'accord. Voilà, pour qu'on comprenne qu'il faut un environnement, je dirais, assez réceptif pour qu'un projet puisse évoluer. D'accord. Alors, on va entrer de plein pied maintenant sur le sujet du CIRAD. Quel est le champ d'action de cette structure? C'est sur tout le pays. Sur tout le pays, c'est un projet ambitieux. Heureusement, je ne suis pas seul là-dessus. Je suis accompagné par beaucoup de bonne volonté qui veulent bien unir leurs efforts en faisant abstraction de tout ce qui peut être des postures politiques, de tout ce qui peut être, je dirais, des cloisonnements, des titres, autre chose. La seule chose qui nous unit, c'est vraiment la volonté d'aider les populations les plus défavorisées, les populations qui sont en difficulté. Nous n'avons pas la prétention de nous substituer à l'action étatique. Nous voyons dans le CIRAD un outil d'accompagnement de l'action de l'État
dans nos hameaux, dans nos contrées, dans nos campements, etc. Voilà. D'accord. Il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond chez moi et je vais vous poser cette question-là. Le CIRAD, on parlerait plus de développement à long terme des populations, de nos hameaux, de nos villes, mais il y a un fossé énorme entre le CIRAD développement de population, développement rural, et puis aussi le mécénat. Vous aidez énormément les artistes. Alors, je veux dire, est-ce que le CIRAD intervient là-bas ou c'est à titre volontaire que vous le faites? Non. Le CIRAD intervient sur 12 pôles, sur 12 champs. D'accord. C'est assez vaste parce que pour nous, quand on parle de développement durable, le développement durable touche à une multitude d'aspects qu'il faut couvrir. Et dans ces champs, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le sport, il y a la culture. Voilà, pour nous, le développement, c'est quelque chose vraiment de total. Voilà. Et c'est ce qui fait que nous pouvons, le CIRAD peut intervenir sur des actions purement culturelles, sur des actions sportives, sur des actions économiques, sur des actions sanitaires, etc. Donc c'est vraiment un champ assez vaste. Nous avons 12 pôles. Voilà, et ces pôles sont animés par des spécialistes, par des experts de ces domaines-là, qui sont, si vous voulez, des gens qui mettent en forme les projets des bénéficiaires pour que nous puissions nous adresser à nos partenaires. Parce qu'il faut comprendre que le CIRAD est avant tout une plateforme. Nous n'avons pas de ressources immenses pour pouvoir aider les gens, mais nous sommes surtout un canal de connexion entre des personnes nécessiteuses et des pourvoyeurs d'aide. Voilà. Donc nous allons en Europe ou dans les pays développés chercher des pourvoyeurs d'aide qui nous donnent leurs canaux, qui nous donnent leurs critères, leurs contraintes. Et nous, ici sur place, nous essayons d'identifier ceux qui rentrent dans ces canaux-là et nous établissons le contact pour qu'ils puissent être aidés. D'accord. Et donc, quels sont les plus gros chantiers à venir du CIRAD? Bon, je dois dire que la crise sanitaire du Covid nous a beaucoup perturbés. Nous, dans notre stratégie de développement, il a été d'abord question de faire des plateaux de télé en Europe, dans les pays développés, disons les pays où il y a les grands pourvoyeurs, pour faire connaître le CIRAD et puis susciter la confiance, susciter leur curiosité. Cette première phase, je pense, a été une réussite parce que tout de suite, nous avons su rassurer les gens par notre parcours personnel déjà pour comprendre que nous ne le faisons pas avec des arrière-pensées. Bon, la deuxième chose a été d'implanter des structures au niveau local parce que pour nous, comme nous devons être des acteurs directs, nous ne voulons pas passer par des intermédiaires pour être sûr que le don arrive effectivement à destination. C'est l'une des premières préoccupations des pourvoyeurs d'aide. Ils se disent que généralement, ils fournissent des aides qui n'arrivent pas à destination. Et donc, nous devons pouvoir leur donner cette garantie. Et la meilleure façon de pouvoir assurer cela, c'est d'avoir nos propres démembrements dans les différentes localités. C'est pourquoi nous avons déjà cherché à mettre des coordinations régionales. Donc, je disais que la deuxième étape, c'était d'implanter ces coordinations régionales. Nous avons commencé à le faire à Bobo, à Bingerville, à Yamoussoukro, à Katiola. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Il faut comprendre qu'à chaque fois que nous devons aller implanter une coordination régionale quelque part, nous organisons ce que nous appelons une journée sociale, un rendez-vous social. Et ce rendez-vous social devient le prétexte pour nous pour fournir de l'aide aux personnes qui sont dans ces localités-là. Voilà. Moi, je veux savoir quels sont les problèmes récurrents auxquels que les populations vous exposent au CIRAD. Bon, il y a beaucoup de problèmes liés aux questions de santé. De santé, d'accord. Voilà, aux questions également d'éducation. L'accès aux soins de santé. L'accès aux soins de santé. Bon, surtout en termes d'équipement. En termes d'équipement, comme nous sommes juste des intermédiaires, nous recevons des équipements de nos partenaires. Et ces équipements nous permettent quelquefois d'apporter un appui direct à des structures de proximité, des maternités ou des dispensaires communautaires. Et également d'aider certains malades qui ont besoin, par exemple, de fauteuils roulants, de béquilles, etc. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui s'agissent. D'accord. Voilà. On a l'impression, avant de partir donc pour la pub, on a l'impression on se dit que le CIRAD, au fait, on ne veut pas véritablement communiquer autour du CIRAD, mais pourtant, je pense qu'il le faut. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le CIRAD. Est-ce que c'est à dessein qu'il n'y a pas une véritable communication autour? Nous avons prévu structurellement d'organiser des conférences de presse
périodiquement pour faire le point de nos activités. Hein, voilà. Mais on ne veut pas non plus faire du vous-vous-là, passer notre temps à faire de la pub. On veut qu'à chaque fois qu'on appelle des journalistes ou des acteurs sociaux, on puisse leur dire voilà ce qui est déjà fait, voilà ce qui reste à faire, voilà les partenaires que nous cherchons pour tel ou tel canal qui ne sont pas encore satisfaits. Et comme je vous ai dit, nous existons il n'y a pas très longtemps. C'est en 2019. Nous avons fait notre lancement officiel, donc il n'y a pas très longtemps. Bon, mais déjà, nous avons déjà fait un premier rendez-vous avec la presse pour dire ce que nous avions pu faire. Et nous reste à faire d'autres rendez-vous. Mais le Covid nous a beaucoup gênés. Mais je pense que maintenant que les choses se sont beaucoup apaisées au niveau de la crise sanitaire, nous allons relancer avec l'implantation de nos coordinations. Les prochaines coordinations qui sont prévues, c'est Cocody, c'est Agboville, c'est le Lodibois, ainsi de suite. Donc nous évoluons. Voilà. D'accord. Beaucoup de questions que les gens se posent. Est-ce que les hommes politiques ont une vie comme tout le monde? Bon, en tout cas, moi, j'ai fait l'effort d'avoir une vie vraiment assez simple. Pour moi, déjà, la finalité de toute chose, c'est le bien-être. C'est ça. Hein, c'est notre capacité à contribuer au bien-être de notre population, au développement, qui est réellement notre raison d'être. Hein, quand on fait de la politique, je pense que c'est surtout ça. Pour moi, les questions de posture doivent venir en second plan. L'utilité, le principe d'utilité doit dépasser le principe de la posture. Voilà, pour moi, c'est ça. J'aime bien, le principe d'utilité doit dépasser le principe de la posture. De la posture, c'est ça. Voilà. Et je pense que plus d'un vont en prendre de la graine aujourd'hui. Quand on... Je veux dire, c'est quoi une journée type une journée sociale. Oui, sociale, d'accord. Nous, avant de faire une journée sociale, d'abord, il faut comprendre l'organisation du CIRAD. Le CIRAD est organisé sur deux axes. D'abord, l'axe de la représentativité régionale, la représentativité locale. Nous avons des coordinations régionales qui créent des démembrements au niveau sous-préfectoral, au niveau des campements et au niveau des villages pour être le plus proche possible des bénéficiaires et identifier par nous-mêmes les personnes qui ont besoin de notre aide. Voilà. Et donc, c'est cette représentation qui nous permet d'avoir un maillage, une proximité des terrains sur tout le territoire. D'accord. Le deuxième axe, ce sont les pôles sectoriels qui sont constitués des spécialistes qui vont étudier les questions en fonction des secteurs, secteur santé, secteur éducation, etc., qui récupèrent les aspirations qui viennent du terrain et qui les mettent en forme, sous forme de projets pour les présenter à nos partenaires. Donc, ce sont ces deux axes. Donc, pour nous, une journée sociale, c'est d'abord réalisé sous la coupe d'une coordination locale, parce que quand nous allons dans une localité, c'est cette coordination locale qui prend la main, puisque c'est elle qui est censée connaître les gens. Nous n'intervenons pas dans le choix des bénéficiaires, ce sont les coordinations locales, parce qu'elles sont censées connaître les personnes, tout simplement parce qu'il faut une traçabilité de tout ce que nous faisons. Quand nous faisons des dons, nous devons pouvoir dire au donateur qui est peut-être en France, dans une contrée reculée là-bas, dire la chaise roulante que vous avez donnée ou bien l'appareil dentaire que vous avez donné a été remis à telle personne dans tel département de la Côte d'Ivoire, dans tel village, peut-être même la photo de la personne, pour que lui, malgré les milliers de kilomètres de distance, ressente de la joie d'avoir pu aider telle personne dans tel village. Voilà, donc c'est ça. Donc ces journées sociales sont organisées d'abord, avant d'organiser ces journées sociales, nous faisons le point de tous les besoins qui reviennent de cette zone. Nous regardons notre potentiel, quel est le matériel que nous avons, quels sont les moyens que nous avons à partir de nos donateurs. Et ensuite, nous travaillons avec la coordination pour programmer la journée et dire quels sont ceux qui pourront être satisfaits. Bon, mais j'avoue qu'il arrive que nous partions à des journées sociales et que nous ayons des surprises. Je vous donne un exemple qui s'est passé à Yamoussoukro, où on nous a donné une liste des bénéficiaires. Les bénéficiaires qui sont des individus, mais en même temps aussi des centres de santé de proximité. Et nous sommes partis avec tout le matériel qui avait été prévu pour ces personnes. Et il y a eu plus de succès que prévu. C'est-à-dire que la salle était tellement bourrée, c'était dans l'amphithéâtre du lycée des jeunes filles. La salle était tellement bourrée et qu'il y avait plus de bénéficiaires que de matériel disponible. Et nous étions vraiment embêtés. Comment vous avez pu combler ça après? Bon, parce que nous, nos dons se font directement. Donc on met les bénéficiaires là, on leur donne les dons devant tout le monde, c'est filmé et c'est tout. Et on a vu qu'il y a des handicapés qui traînaient au sol, qui n'avaient rien. Et on a été obligés là,
parce qu'on avait mis du stock de matériel pour les centres de santé, de récupérer ces matériels des centres de santé et de redistribuer ça aux individus en prenant des engagements en direct avec ces structures sanitaires. Ça a permis d'aller prendre des gens dans la foule, de venir les déposer dans des chaises, dans des fauteuils, etc. Et de leur dire. Parce que ça se passe de commentaires en tout cas. Alors, pour les cérémonies protocolaires, on vous appelle Honorable Diomandé Mamadou, mais pour les intimes, on vous appelle Madi. C'est ça, c'est ça, Madi. Et moi, je sais que tonton Madi, voilà, vous adorez la culture, surtout la musique. Oui. On a pratiquement terminé. Je pense que l'essentiel a été dit. On va revenir peut-être après sur une conclusion. Je vais vous faire écouter quelques morceaux, quelques semblants de morceaux, et à vous de me donner donc le titre et le titre de la chanson et le nom de l'auteur. Alors, première chanson, première proposition. C'est facile. C'est de la salsa. De la salsa. Ouais. C'est... Ça me dit quelque chose. Ouais. Le nom commence par J. J. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Allez, deuxième titre. Deuxième titre. Ça c'est facile, c'est tout juste à côté de nous. Oui, ça c'est au Bénin. Au Bénin, oui. Comment s'appelle la dame là? Ouais. Angélique. Angélique Kidjo, bravo. Voilà. Angélique Kidjo. Allez, troisième proposition. Ça c'est facile, c'est chez nous ici. Oui, ça c'est Ziblibiti. Ouais, Ziboté. Qu'on appelle Ernesto Djedje. Voilà. Allez, autre proposition maintenant. L'ambassade au fait du pays, d'où est originaire la dame qui chante en question, est à 2 pâtés du siège de la télé. Une américaine. Ouais. Avec des cheveux blonds comme ça, une afro, une black. Ah oui. Ouais. Je vois, grand classique de la musique. Tracy. Non, mais son nom commence par T aussi. Tina Spencer. Non, Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner. Allez, autre titre. C'est pas loin. Il est originaire d'un pays d'Afrique centrale. Une essence, un cri. Grand classique aussi. Une douleur, un bruit. Encore très doux, ami. Henri. Un cœur qui bat. Congué. Le titre parle de la V-I-E, c'est la vie. C'est la vie, Henri Dikongué. Allez, autre titre. Biaou. Leur peuple, on le compare à un autre peuple de Côte d'Ivoire qui est as de la guitare solo. Et ceux qui chantent aussi sont des as de la guitare solo et de la guitare basse, la batterie. Il a fait la Côte d'Ivoire, non? Et ils ont fait la Côte d'Ivoire plusieurs fois. Oui. C'est un groupe, l'un des grands groupes qui marche fort au Congo-Brazza. Et leur leader, bon, l'ancien leader, c'était Roga Roga, Extra Musica, Panique Générale. Allez, on va applaudir s'il vous plaît pour l'honorable Diomandé Mamadou. Merci infiniment d'être passé ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, honorable? Non, je pense que moi je ne peux que vous remercier déjà de nous permettre de faire connaître davantage le CIRAD. Oui. Et vous inviter également à nous visiter, parce que nous avons un siège sur le boulevard Latry, et à apporter également votre appui et votre contribution. Oui. La contribution n'est pas forcément matérielle, c'est aussi à titre d'information, à titre de promotion du social. Nous essayons de faire du social notre sacerdoce, voilà, et on a besoin de l'aide de tout le monde. Cela, il a dit, bien dit en tout cas l'honorable Diomandé Mamadou, alias Madi, faire du social un sacerdoce, et je pense que c'est dit et bien dit en tout cas, bravo. Honorable, ce serait vraiment un crime de lèse-majesté de vous recevoir ici sans peut-être vous demander d'esquisser quelque part de danse de salsa. Et donc, salsa, pourquoi pas. Je vais demander rapidement à Biao de me remettre donc le titre de Johnny Pacheco. Allez, honorable, allez-y. Allez, rediffusion tout à l'heure à 17h et puis après le dernier journal de 23h. C'était WAM, on se retrouve demain surtout pour un autre numéro encore plus fou. Bye, au revoir, sortez couvert, en haut et en bas, au revoir.